Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Découvrons justement ensemble les grands titres de cette édition du lundi pascal. Un journal dont une grande partie sera consacrée aux festivités qui ont marqué ces 3 derniers jours entre la messe de Pâques, le concert donné par les jeunes garçons de l'Académie musicale de Liesse et les incontournables chasses aux œufs et les chocolats qui les accompagnent. L'abbé Venard, délégué épiscopal à la communication du diocèse, nous rappellera quelle est l'origine des différents symboles qui sont associés à Pâques. Il y avait du sport ce week-end et du basket avec le championnat de Betclic Elite. La Roca Team s'est imposée 85-76 face à Paula Cortez. Ce lundi 18 avril était la journée mondiale des monuments et sites historiques. À cette occasion, Antide-Vian, administrateur des monuments nationaux, viendra nous rappeler l'histoire de l'un des plus beaux monuments de la région et qui trône fièrement au-dessus de Monaco, le Trophée d'Auguste. Mais pour débuter ce journal, ces photographies diffusées hier par le Palais Princier. Le prince Albert II a pu reprendre ses activités officielles après avoir été testé négatif et il a ainsi pu profiter aussi de doux moments en famille. Ces clichés ont été pris dans les jardins du Palais Princier. À ses côtés, la princesse Charlène et leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, dans un décor de circonstance avec, vous le voyez, ce lapin. Et un peu partout dans Monaco, la chasse aux œufs a en effet animé le dimanche et le lundi de Pâques. Retour sur celle organisée au parc Princesse Antoinette avec ce reportage d'Émilie Rousseau, Lionel Bernardi et Louis Borgia. C'est un moment très attendu par les gourmands. Chaque année, à l'occasion des fêtes de Pâques, la mairie de Monaco et l'association La Boîte de Jeux organisent une grande chasse aux œufs en chocolat dans l'un des poumons verts de Monaco, le parc Princesse Antoinette. Le traditionnel rendez-vous s'est adapté aux mesures sanitaires. Pas de chasse traditionnelle, mais un parcours dans les allées du parc ponctué d'énigmes. Là, vous avez un petit jeu qui sera indiqué sur une des pancartes quand vous allez faire le parcours. Le but cette année, ça va être de reconstituer une recette de cuisine. Donc il y a un petit cuisinier qui voulait faire la colombe de Pâques et malheureusement elle a perdu certains ingrédients, certaines durées, etc. Et donc il va falloir retrouver sur chaque panneau les mots manquants pour reconstituer la recette. L'avantage c'est qu'en plus les enfants repartent avec la recette et pourront faire la colombe de Pâques à la maison ce soir s'ils veulent ou demain profiter de leur jour férié. Carte et stylo à la main, enfants et parents tentent de répondre correctement aux différentes énigmes. Un moment de partage en famille très apprécié. Tu vois les lapins ici ? Il faut un lapin de chaque dedans. On en profite, c'est la première année qu'on le fait, du coup on en profite, il fait beau. Et comme ça fait une activité aussi aux enfants et aux parents de passer une journée de Pâques ensemble. Profite avec les enfants, de faire la petite partie à chasse aux œufs. Bon, c'est pas évident avec les petits parce qu'il y a des choses quand même difficiles pour eux. Heureusement qu'on a la grande pour faire des renforts. Ça c'est amusant, surtout ça permet d'apprendre quelque chose aux petits. Et puis au lieu de rester sur les écrans, ils peuvent sortir et s'amuser. C'est assez bien. Une fois les énigmes résolues, les enfants, pour leur plus grand bonheur, sont repartis avec une récompense, des œufs en chocolat pour célébrer avec gourmandise ces fêtes de Pâques. Merci beaucoup. C'était très bien, merci. Et pour célébrer Pâques cette année, le diocèse a reçu de prestigieux jeunes invités. Les chanteurs de l'Académie de Liesse sont passés près d'une semaine à Monaco. Bonsoir Julia Vial. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Les jeunes de Liesse se sont en effet produits dans différents offices de la semaine pascale et surtout lors de la messe de Pâques. Aujourd'hui, ils étaient à l'auditorium Régnier 3 pour un concert intitulé Musique en liberté. Les 80 garçons de l'académie ont été réunis avec les 30 musiciens de l'orchestre des Carabiniers du Prince. Ce rendez-vous était le point d'orgue des festivités. Pour l'occasion, les deux formations ont interprété ensemble un répertoire éclectique où on ne les attendait pas forcément, Queen, Elton John ou encore les Beatles. Les petits chanteurs ont également, Patricia, été reçus hier dans la cour d'honneur du Palais Princier. Oui, on l'a vu, Pâques est une fête chrétienne, mais qui, avec le temps et les traditions qui y sont liées, a vu naître autour d'elle beaucoup de symboles. Pour nous en rappeler l'origine, qui mieux que le délégué épiscopal à la communication du diocèse. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir. Il y a Noël et puis il y a Pâques. Pourquoi la date de Pâques change-t-elle chaque année ?
Alors cette date change parce que, et nous avons cela en commun avec le peuple juif, c'est que la date de Pâques est fixée à partir du calendrier lunaire et non pas à partir du calendrier solaire. Et donc c'est un calendrier qui fait que chaque année, cette date change et ne tombe pas forcément à la même période. Et donc Pâques, c'est une fête joyeuse, hein. Alors vous me direz, toutes les fêtes ont vocation à être plutôt joyeuses, mais il y a parfois des commémorations plus sombres. Pâques, c'est une fête joyeuse. Alors, j'allais dire, c'est un petit peu enchâssé dans deux célébrations joyeuses, avec la fête des rameaux, et c'est une dimension vraiment joyeuse, c'est le Christ qui est accueilli à Jérusalem. Et puis, dans la messe qui suit, on rentre dans une tonalité beaucoup plus sombre, puisqu'on va lire le récit de la passion du Christ, qui nous fait rentrer donc dans la Semaine Sainte, alors avec des journées beaucoup plus sombres, puisqu'on va suivre Jésus dans sa passion, le jeudi saint, le jour où il institue l'Eucharistie, son dernier repas avec les apôtres, et puis son agonie, et donc dans la nuit du jeudi au vendredi, nous prenons du temps pour prier et accompagner le Christ dans ce moment particulier où il va offrir sa vie, et puis toute la journée du vendredi, c'est vraiment une journée, c'est la seule journée de toute l'année où aucune messe n'est célébrée dans le monde entier, tout ça arrivant au grand silence du samedi saint où il ne se passe plus rien, on attend la résurrection, et dans la nuit du samedi au dimanche, les premières messes de Pâques, qu'on appelle les vigiles de Pâques, avec ce chant de joie, l'exultète, il est ressuscité. J'aimerais que l'on s'arrête sur quelques symboliques. Alors là, ce sont plutôt des images d'Épinal qui sont attachées aux fêtes de Pâques. C'est les œufs, les cloches. Pour quelles raisons ? Alors les cloches, parce qu'on arrête de sonner les cloches à partir du jeudi saint. Donc le jeudi saint, on sonne une dernière fois les cloches et en signe de deuil, on ne sonne plus les cloches jusque dans la nuit de Pâques, où là, pendant tout le Gloria, au cours de la messe, on va sonner à la volée les cloches. Et les œufs, vous voyez, c'est aussi un symbolisme de la vie. Voilà, l'œuf, c'est ce qui apporte la vie. Merci Christian Vénard pour cet éclairage autour des festivités pascales. Bonne fête de Pâques. Voilà pour toutes ces précisions dont on ignore parfois l'origine. Passons au chapitre sportif de ce journal avec du basket et une belle victoire encore pour la Roca Team en championnat de Betclic Elite et avant une semaine européenne très importante. Le résumé de la rencontre est signé Émilie Rousseau sur des images de Lionel Bernardi. C'était un des chocs de cette 29e journée de championnat, un choc de haut de tableau entre Monaco et l'élan béarnais. Pour ce match, Sacha Obradovic avait fait le choix de laisser au repos Mike James, Donta Hall et Will Thomas. Le 5 de départ était inédit avec Lee, Diallo, Motoum, Botsiele et Andouzic. Cette rencontre débute par un concours à 3 points. Jefferson pour Pau, puis Andouzic ouvre le compteur pour Monaco. Le premier quart-temps est très serré, mais l'attaque monégasque fait la différence. 25-19 à l'issue des 10 premières minutes de jeu. Auteur d'un excellent match avec 17 points, Andouzic se montre plus que précieux dans cette partie. Les Palois peuvent compter sur leur top scoreur, Jefferson, pour coller au score. Mais la Roca Team est tout en maîtrise. À la pause, elle fait la course en tête, 41-37. Au retour des vestiaires, chaque point inscrit par l'élan béarnais trouve une réponse du club monégasque. C'est bien la Roca Team qui a la main sur ce match. L'écart se creuse, parfois de plus de 10 points, grâce notamment à Mottier Younas et Paris Lee. Monaco mène de 9 points à l'issue du 3e quart-temps. Archie tentera bien des choses, mais les Monégasques sont en forme à l'image de Paris Lee, 20 points lors de cette rencontre. Motoum permettra au club de la Principauté de prendre une avance de 12 points. Jamais inquiétés, les Monégasques clôturent ce choc avec cette dernière action de Mottier Younas. Score final 85-76. C'est vrai que dans l'ensemble, on a plutôt bien géré notre avance. On a eu, même quand ils ont eu des coups d'éclat avec une adresse extérieure, on a su garder le cap et maintenir la distance. Concernant le championnat français, on est passé 3e avec la victoire de la Z hier. Donc c'est sûr qu'il faut rester en haut de tableau pour accrocher la première place avec le Valo Lasvel. Et c'est bien qu'on ait gagné ce soir, comme ça on peut être pleinement focus pour l'Olympiakos dès la semaine prochaine. En entame du match, on n'a pas été assez présents, on les a laissés dérouler leur jeu. Et face à une équipe comme ça, s'ils jouent leur jeu, c'est très difficile. Donc on est resté au contact tout le match sans jamais vraiment les inquiéter, c'est ça le problème. On a eu les ballons mais on n'a pas été assez consistant sur la durée. Donc Monaco a fait ce qu'il faut, mais on ne les a pas assez bousculés à mon avis.
Belle opération de la Roca Team qui, grâce à ce succès, rejoint Boulogne-le-Valois en tête du championnat. Une victoire précieuse avant le premier match des quarts de finale d'Euroleague sur le parquet de l'Olympiakos mercredi. Et ce match sera à suivre en direct sur Monaco Info. Julia Vial nous rejoint de nouveau pour le second point info de ce journal et pour évoquer notamment une belle soirée de cirque et pour la bonne cause, samedi soir au théâtre Princesse Grace. Ces représentations ont été organisées dans le cadre de la Journée mondiale du cirque avec la participation des étudiants des écoles de cirque de Kiev et de Kharkiv. Les spectateurs ont pu découvrir tout le talent de ces artistes. La princesse Stéphanie était d'ailleurs présente avec ses enfants et les enfants princiers ce samedi pour apporter tout le soutien de la principauté à cette cause. Et toujours dans cette perspective de venir en aide aux Ukrainiens, c'est une soirée dîner-théâtre qui sera organisée au profit des femmes en Ukraine le 20 avril prochain. Le club Soroptimiste de Monaco vous invite à un dîner-théâtre au profit des femmes en Ukraine. Ça sera le mercredi 20 avril à 19 h à la Société Nautique de Monaco. Le prix pour cet événement est de 60 € par personne. La compagnie Les Fous du Château y présentera une pièce de Clément Tonelli intitulée Patricia, vieille rombière. Théâtre encore, Jean-Michel Ribes met en scène des personnages très différents qui vivent tous au même endroit dans J'habite ici, une pièce qui sera donnée au théâtre Princesse Grace le 21 avril. J'habite ici dévoile des personnages hauts en couleur, vivant, vous l'avez dit, dans un même immeuble, tous ont leur histoire et leurs démons. La concierge de ce lieu va alors être en quelque sorte leur ange gardien tout au long de cette aventure. Jean-Michel Ribes a résisté dans cette pièce à la tentation du tragique grâce à un humour décapant. Il sera d'ailleurs, Patricia, votre invité à l'occasion du JT de demain soir. L'occasion pour lui de dévoiler tous les secrets de cette pièce à découvrir au théâtre Princesse Grace le 21 avril. Enfin, l'association Écoute Cancer et Confort recherche des bénévoles pour l'aider à mener à bien tous ses projets. Si vous souhaitez donner de votre temps et peut-être même du sens à votre vie, vous pouvez rejoindre l'équipe d'Écoute Cancer Réconfort. Peu importe finalement le temps que vous pouvez y consacrer, que ce soit une demi-journée par semaine, plutôt tous les 15 jours ou encore une fois par mois, tout est possible, Patricia. Pour rejoindre l'équipe, il vous faudra surtout avoir des qualités d'écoute et être à l'aise face à la maladie. Alors, si vous êtes empathique et disponible, envoyez votre candidature au 1 avenue des Castellans à Monaco ou par mail à ecrbureau@outlook.fr. Le 18 avril correspondait donc cette année au lundi de Pâques, mais le 18 avril, c'est aussi la journée mondiale des monuments et sites historiques, l'occasion de grimper jusqu'à la Turbie pour mettre à l'honneur ce monument qui surplombe Monaco, le Trophée d'Auguste. L'administrateur des monuments nationaux, Antide Vian, est notre deuxième invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous trouvez au-dessus de la principauté. Ce trophée qui veille en quelque sorte sur Monaco, il a une très vieille histoire. Il faut remonter à l'an 6 avant Jésus-Christ. Je dirais même l'an 7 avant Jésus-Christ, et même peut-être plus encore avant, mais il est vrai que les liens entre Monaco, on ne parle pas encore de la principauté, et le Trophée d'Auguste sont très forts. Il y avait à l'époque, dans l'Antiquité, un port à Monaco, le port Hercule, et à cette époque-là, il n'y avait rien à la Turbie, du moins pas de trophée. Et il restait, après la conquête que César avait faite d'une partie des peuples gaulois, quelques peuples gaulois soumis dans le sud des Alpes, qui contrariaient Rome et qui empêchaient ses projets d'expansion, notamment en termes de commerce vis-à-vis de l'Espagne et du sud de la Gaule. Alors Auguste a réglé ça, a soumis ses 45 derniers peuples, et puis fort de cette pacification, il a pu ouvrir une nouvelle voie terrestre, la Via Julia Augusta, et le Sénat en -7, -6, pour commémorer à la fois la pacification, la victoire d'Auguste et l'ouverture de cette voie, a fait ériger à la Turbie, au-dessus de Monaco et donc de ce port Hercule, qui devait également abriter un temple à Hercule, a fait ériger ce trophée. Mais alors donc il célèbre une victoire ou est-ce aussi un sanctuaire? Les deux sont valables?
Alors, ce n'est pas un sanctuaire, on n'y rend pas de culte, c'est plutôt une commémoration, en effet, et c'est un geste fort, puisqu'on se situe dans un endroit très stratégique, à la limite entre ce qu'on appelle à l'époque la Gaule cisalpine, du côté de Rome, et la Gaule transalpine, de l'autre côté des Alpes. Mais comment expliquer aujourd'hui un tel état de conservation ? Ce trophée, il a vécu une histoire très longue. Donc depuis -7, -6, il a traversé l'Antiquité, il a été entretenu, de même que la voie. Il a été entretenu par l'empereur Adrien, puis par Caracalla. Et c'est à la fin de l'Antiquité que les choses se compliquent, avec notamment les moines de l'abbaye de Lérins qui s'attaquent à un symbole païen. Donc on commence à le démanteler. On récupère un certain nombre de pierres, et puis au cours du Moyen-Âge, au contraire, on rajoute des pierres, on le fortifie, et ça devient une place forte. Et puis, les choses auraient pu en rester là, mais cette place forte des ducs de Savoie a passablement contrarié Louis XIV. Et en 1705, Louis XIV décide de détruire la place forte et la fait dynamiter. On en voit d'ailleurs un petit peu les dégâts derrière moi. On est sur la partie qui n'a pas subi la plus grosse part de restauration. Au XIXe siècle, on commence à s'y intéresser un petit peu, on pose les premiers actes de recherche, et puis c'est surtout au tout début du XXe siècle où Jean-Camille Formigé, puis son fils, après la Première Guerre mondiale, Jules Formigé, s'emploient à étudier, donc ils font des fouilles, ils essayent de restituer la forme initiale du monument, et puis l'un puis l'autre en reconstruisent une partie. Le père, lui, replace les blocs d'origine à l'endroit dont il les supposait provenir, et le fils, lui, va un petit peu plus loin, il fait même retailler des blocs pour redonner une cohérence à l'ensemble. Alors d'un côté village, on voit un monument qui est quasiment restitué à l'identique, il manque la partie supérieure, il manque la toiture conique, et puis côté mer, on a, et c'était très intéressant aussi de le laisser, on a la partie centrale. C'est un site très prisé, vous avez beaucoup de visiteurs? Oui, c'est un site qui est bien fréquenté, qui a le mérite en plus d'être inscrit dans un parc de 3 hectares, qui offre un merveilleux panorama. On voit la côte depuis l'Italie jusqu'à l'Estérel, et puis à nos pieds, évidemment, la Principauté. Oui, au-delà du monument, il y a effectivement un point de vue exceptionnel. Le Trophée d'Auguste, ce n'est pas le seul monument historique de la région dont vous avez la responsabilité et qui vaut le détour, hein? J'ai le plaisir et l'honneur de m'occuper de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer, du couvent franciscain de Saorge dans la Roya, où j'étais encore ce matin, et puis d'un ensemble architectural plus proche de nous, dans le temps, plus contemporain, à Roquebrune-Cap-Martin, la Villa 1027 d'Hélène Gray et Jean Badovici, et le site Le Corbusier. Mais voilà, beaucoup d'idées de sortie pour les week-ends, notamment dans la région alentour. Est-ce que les monuments historiques bénéficient aujourd'hui de l'attention qu'ils méritent ? Oui, tout à fait. De l'attention des pouvoirs publics, bien sûr, et de celle du public, nous nous y employons. Les monuments sont des lieux de vie qu'on anime, dans lesquels on accueille des événements qui sont des événements culturels, mais également des événements artistiques. Et l'objectif, il est évidemment de conserver ces monuments pour les transmettre aux générations futures, mais surtout de les partager dans le présent et de contribuer à l'éducation artistique et culturelle auprès du jeune public qui seront les citoyens de demain. Est-ce que je peux vous demander en conclusion l'origine de votre prénom, Antide-Vian ? Alors, ça n'a rien d'antique ni de grec, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer parfois. En revanche, c'est un prénom ancien qui a été porté parmi les premières fois par un évêque mérovingien qui était originaire de Besançon et qui a été martyrisé au tout début du VIe siècle. Eh bien voilà, merci Antide-Vian, voilà la réponse et merci pour toutes ces explications historiques. Merci beaucoup, très bonne soirée. Avant de découvrir les tendances météo pour demain, refermons ce journal comme nous l'avons commencé avec cette évocation pascale. À moins que vous ne soyez déjà proche de la crise de foi, vous découvrirez avec délectation ce reportage de Sandrine Nègre, Orazio Gagino et Olivier Bonello consacré aux créations chocolatées de spécialistes monégasques. Plusieurs cas de figure ont été observés. À vous de voir lequel vous correspond le mieux. Soit vous faisiez partie de celles et ceux qui ont craqué bien avant Pâques, soit vous avez été plutôt courageux et avez attendu les traditionnels dimanche et lundi. Dans tous les cas, un mot d'ordre régnait, se faire plaisir. Ici, pas moins de 2000 réalisations en chocolat ont vu le jour. On a tout d'abord les petits moulages traditionnels que l'on connaît tous.
les petites garnitures qui vont avec, les fritures, les petits œufs fourrés, etc. Et puis nous avons également des petits montages, des petits sujets qui sont plus originaux et en général plus destinés pour les enfants. Il faut compter à peu près 4 à 5 semaines de préparation en amont. Et donc là, c'est tous les jours du chocolat, du moulage, de l'assemblage, jusqu'aux petites finitions sur la dernière semaine. Brillant, cassant, fondant en bouche, une grande attention est portée aux températures pour obtenir ces résultats. Autre lieu, autre maison, mais toujours cette même minutie, ce souci du détail et cet amour du travail bien fait. Cette année, la particularité, c'est que leur coque est en fait un millefeuille de praliné. Et puis, bien évidemment, il y a les œufs, les malines d'œufs, comme nous appelons les malines, en fait, qui sont des boîtes, des coffrets d'œufs. Ce sont des œufs qui sont généreux, où l'on voit exactement quels sont les pralinés, mais également, ils ont une forme contemporaine. Pour finir, une chose est sûre, toutes ces réalisations sont aussi bonnes que jolies. Vous faites d'ailleurs peut-être partie de ces clients qui sont si séduits par leur forme et leur couleur qu'ils ont du mal à les briser pour les déguster. Et après ce long week-end gourmand et ensoleillé, à quoi peut-on s'attendre demain, Julia ? Eh bien, il fera un peu moins beau, Patricia, demain. Pas de précipitations au programme, mais quelques passages nuageux. Les températures seront, elles comprises, entre 10 et 16 degrés. Le soleil se couchera à 20h19. Et oui, les jours continuent de rallonger. Profitez-en, car le reste de la semaine va se gâter avec de la pluie. Demain, nous fêterons les Emma. Merci Julia, nous vous retrouverons demain à 19h pour une nouvelle édition et pour refermer ce journal, un petit clin d'œil au tournoi de tennis qui s'est achevé hier par la victoire de Stefanos Tsitsipas et dans les tribunes un défilé de personnalités pour assister à ce deuxième sacre consécutif sur la terre battue monégasque. Des photos signées Manuel Vitali. Passez une belle et douce soirée.